Bien, donc on va commencer ici une étude avec une pièce qui a une géométrie un petit peu plus complexe que ce qu'on peut utiliser classiquement sous Abacus, que ce qu'on peut générer en tout cas sous Abacus, puisque la force d'Abacus, c'est pas le modeleur, c'est toute la partie modélisation et calcul, pouvoir mettre des chargements compliqués, pouvoir réaliser des calculs compliqués et des analyses compliquées. L'idée, c'est pas d'en faire un modeleur, et quand on a des pièces plus complexes en termes de géométrie, même si ici c'est limité, on pourrait, je pense, la faire sous Abacus, c'est d'utiliser un logiciel dédié. En l'occurrence, ça a été fait sous Inventor d'Autodesk. Donc vous avez ça qui va aller contre le mur. Naturellement, c'est un truc qui a un plan de symétrie ici à 45 degrés. Cette face-là qui va aller sur le mur, cette face-là qui va recevoir une étagère, classiquement. D'accord? On voit que c'est une équerre qui est renforcée ici par un arceau de métal, que j'ai dessiné plein, alors qu'en réalité il va plutôt être creux, hein, pour alléger le poids et puis minimiser la matière utilisée. Là, pour des questions de simplicité, et je l'ai fait plein. J'ai pas mis de congé de raccordement, logiquement il y en aurait un petit. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc ici vous avez un certain nombre de cotes. Celle qui manque là, en tout cas sur ce dessin-là, c'est la largeur ici des pans de l'équerre qui fait 25 mm. Les cotes ici sont données en millimètres. Et donc cette pièce-là, elle a été exportée au format STEP, donc ici sous la forme d'un fichier .stp, hop, que vous pouvez télécharger sur Moodle. Là, c'est le fichier initial Inventor, et puis là, c'est le format STEP. Format STEP qu'on peut ouvrir avec un éditeur de texte, et en fait, on se rend compte que ça définit les surfaces et les arêtes, etc. C'est un format normalisé qui permet de dialoguer entre les différents logiciels. Donc on va sous Abacus. Oui, non, pardon. Le problème que l'on va étudier, c'est de simuler une étagère avec charge. Donc, on pourrait pour ça faire un dessin du mur, faire un dessin des vis, mettre des conditions limites de frottement entre les pièces, etc., des liaisons entre les pièces. On pourrait aussi modéliser l'étagère, pareil, modéliser les vis, la traction des vis qui amène à un cône de frottement, etc. On ne va rien faire d'aussi compliqué, justement. C'est aussi le choix, des choix qu'on a à faire quand on modélise un problème. On peut tout représenter, auquel cas ça va avoir un coût en termes de temps passé à la représentation et puis en termes de coût de calcul derrière, parce que si on fait un modèle hyper fin, bah, le calcul va être plus long. Ici, on va utiliser des hypothèses pour représenter des choses. Donc on va représenter une équerre en fonctionnement normal, à savoir ici, il y aurait le plateau de l'étagère, et puis sur l'étagère, on met des livres, et on va compter que sur l'étagère, il y a 20 kg de livres, et que comme logiquement l'étagère est reprise par au moins 2 équerres, cet équerre-là va porter 10 kg. D'accord? Et puis on va faire une deuxième étape qui va être d'ajouter un chargement accidentel qui serait celui que peut reproduire un enfant en bas âge qui vient s'accrocher, parce qu'il est monté sur une chaise, un tabouret, puis qui vient s'accrocher à l'étagère parce que c'est très rigolo. Et on va considérer que du coup son poids s'applique et retransmis à l'équerre sur l'extrémité de l'équerre ici. Hein, si l'étagère dépasse peu de l'équerre, l'enfant s'accroche au bord de l'étagère, et donc somme toute, le poids est appliqué à la surface extrême ici. Donc on tracera une limite ici pour appliquer l'effort lié au poids de l'enfant. Cet exercice est un prétexte pour vous faire découvrir un certain nombre d'outils sous Abacus, de façons de modéliser sous Abacus. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est qu'on va utiliser 2 steps différentes. On va utiliser une première step statique pour appliquer la charge normale, et puis une deuxième step statique pour laquelle on va ajouter le poids de l'enfant. Bien évidemment, il n'y a aucun intérêt à avoir 2 steps différentes pour des études statiques, mais là, ça va vous permettre d'expérimenter le principe de plusieurs steps. Et puis cette deuxième step, on va venir lui demander plusieurs pas de temps. Encore une fois, en statique, ça ne sert à rien, mais ça va être l'occasion d'explorer des choses. Donc, on commence avec un modèle standard explicite. On va importer notre géométrie. Donc, File, Import. Alors, peut-être avant, vérifier le répertoire de travail. Chez moi, je sais qu'il est bon, mais chez vous, il faut peut-être vérifier. Au besoin, vous allez là-dedans, et puis vous choisissez le bon répertoire. OK, c'est là où Abacus va stocker tous les fichiers de calcul. Donc, on importe la géométrie, File, Import, Part. Et puis, ici, on sélectionne la bonne extension.
step ou STP. Hop. Et là, vous avez un certain nombre d'options. Donc, vous pouvez changer le nom de la pièce. S'il y a plusieurs pièces dans le fichier, on peut lui demander de les séparer, on peut lui demander de les combiner en une seule, on peut en importer qu'une parmi les autres, et puis on peut aussi faire notamment une mise à l'échelle. On peut aussi choisir le modeling space, ici c'est bien évidemment du 3D déformable. Hop, donc OK, il importe la géométrie, on voit qu'il repère certaines arêtes, hein, cette géométrie, naturellement, elle est telle qu'elle est construite dans le fichier step, ça permet de ne pas se retrouver avec un truc où on ne peut rien attraper. Vous voyez qu'il reconnaît des arêtes, il va reconnaître des surfaces, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que donc, on va aller créer un matériau, de l'acier. Ah oui, non, pardon, hop, je vais aller un petit peu trop vite. Si on reçoit la pièce comme ça, telle qu'elle, là, on ne sait pas quelles sont les distances. Donc, on va aller dans Tools, Query, Distance, et puis on va regarder, par exemple, la distance entre un point du dos de la pièce, celui-là, qu'on distingue bien, et puis cette extrémité. Ça, sur le plan, on voit que ça fait 180 mm. D'accord? Ici, en bas, seconde entity ne l'a pas prise, pardon. Ça va être celui-là. En bas, ce qu'on voit, c'est que le point 1, donc celui qui est à droite ici, je me l'avais bien pris, pardon. Le point 1, il est à 180 à droite, et le point 2, celui du dos, il est à 0 en X. Donc j'ai bien 180 mm, ce qui veut dire que ma pièce, elle a été exportée en millimètres. D'accord? Donc pour être cohérent avec le fait que ce soit des millimètres, ici, eh bien, il va falloir que j'utilise, pour tout ce qui est pression et assimilé, des mégapascales. Donc, je vais dans Property, donc je sais quel jeu d'unités utiliser. On va dire que c'est de l'acier. On pourrait renseigner la densité, mais pour de la statique, ça ne va pas être utile. Et puis, puisque là, le poids propre, on s'en moque, on va venir remplir les propriétés d'élasticité. Donc d'habitude, on met 10 puissance 11 en pascal. Ici, on met 10 puissance 5. Et puis le module Young à 0,3. OK, on va enregistrer. Hop, on crée la section qui va bien. OK, et puis on l'affecte à notre pièce. Comme j'ai OBS qui tourne à côté, c'est un petit peu lent. On sélectionne la section, etc. On va dans l'assemblage, on rajoute une instance. Alors, on va prendre un mesh on instance, ça ne change rien, c'est juste naturellement quand on arrive dans l'outil mesh, en général, il est dans l'assemblage, c'est plus simple, ça évite qu'Abacus nous crée dessus régulièrement. Hop, on enregistre, il n'y a pas à la repositionner, hein. Ensuite, on va aller dans les steps. Donc c'est là que, vous voyez, on a le step manager ici, on a la step initiale à laquelle on peut uniquement affecter des conditions limites, et puis on va en créer deux autres, qu'on va appeler poids étagère. Donc je l'insère après la step initiale, c'est une procédure de type général, et en l'occurrence statique général. OK. Les paramètres par défaut, c'est-à-dire la durée artificielle de la step, c'est 1 seconde. On ne met pas de non-linéarité géométrique puisqu'on est en élasticité linéaire, petite hypothèse de petite déformation. Et puis ça, on verra après dans l'autre step ce qu'on va faire. Donc, on garde les choses par défaut. Et on va en créer une seconde. Donc, insert new step after. Là, il ne faut pas se rater parce qu'une fois qu'elle est créée, on ne peut pas les repositionner. Donc, il faut bien mettre, si je la mets après initial, elle ne va pas être au bon endroit. Donc, il faut bien la mettre après poids étagère. Et là, on va appeler ça poids enfant. C'est toujours du static general. On continue. Et c'est là qu'on va laisser une time period, une durée artificielle de 1. Mais dans l'onglet incrémentation, on va choisir un pas fixe.
qui va en faire 100 maximum. Ça, c'est valable. En fait, ces paramètres-là, ils sont surtout utilisés quand on fait du non-linéaire ou des choses avec contact, parce qu'on a nécessité à la résolution de faire des choses itératives. Ici, c'est complètement crétin de mettre plusieurs étapes quand on fait du statique, mais ça va vous permettre après de vous familiariser avec un certain nombre de choses quand on visualise les résultats. Donc on va mettre un pas de 0,1, donc il faut 10 pas de 0,1 pour arriver à 1. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai mes 3 steps initiales, celle avec juste le poids et le poids de l'enfant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire un tour du côté des fields output, c'est-à-dire les champs qui seront enregistrés dans la base de données des résultats, la fichier .odb, et puis history output. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont être enregistrées dans la base de données, dans le fichier .odb. La différence entre ces deux choses-là, c'est principalement qu'ici, je suis censé regarder pour un frame donné des choses dans l'espace, puisque je vais exporter un champ, et sur l'history, ça va plutôt être soit des grandeurs globales, l'énergie de déformation du système, soit je vais vouloir, par exemple, c'est ce qu'on va faire ici, suivre le déplacement de quelques nœuds, et donc ceux-là, je veux leur déplacement au fil du temps. Je ne veux pas forcément enregistrer tous les déplacements de tous les nœuds partout tout le temps, parce que quand on a des gros modèles, ça coûte cher en gigadonnées de tout enregistrer à chaque pas de temps, mais on peut vouloir avoir quelques déplacements à quelques nœuds, et donc quand c'est comme ça, on va plutôt utiliser un history output. Donc on peut aller voir déjà ce qui est créé. On a créé des steps de type statique, et donc par défaut, il nous crée des fields output qui ont ces propriétés-là, qui sont les choses par défaut, où dedans, on voit qu'il nous a mis les champs de contraintes, et après il peut reconstruire Mises, hein. Il nous a mis les champs de contraintes, les champs de déformation. Alors plastique, par exemple, on peut décocher, hein, on n'en a absolument pas besoin. Ça, c'est pareil, puisqu'on fait de l'élasticité linéaire. Hop, et on garde LE. On peut garder E. La E et LE, ça va être la même chose. Il nous a mis les déplacements, donc ça va plutôt être des grandeurs nodales. Et vu qu'on est en 3D, c'est ce qui est pertinent, parce que translation et rotation, les rotations, quand on est en 3D, ça n'a pas de sens. Ça a du sens quand on est, par exemple, en modélisation de poutre, où la rotation fait partie des inconnus. Il nous a mis les forces de réaction, donc là où je vais mettre des conditions limites en déplacement, et bien en contrepartie de ça, je vais avoir des forces de réaction. Et puis les forces concentrées que je peux appliquer. Ok. Et puis, contact, c'est pareil, on peut décocher, on n'en a pas besoin, parce que de toute façon, il n'y a pas de notion de contact ici. Ok. Et quand on regarde, ça veut dire qu'il va enregistrer toutes ces choses-là pour tout le modèle, tous les n incréments temporels, ici n égale 1, donc à tous les incréments temporels. Ok. Nous, on va lui ajouter, et quand on regarde, ce type d'output, il est créé pour la step poids étagère, et il est propagé pour la step poids enfant. C'est-à-dire que pour ces deux steps-là, je vais avoir tous ces champs qui vont être exportés. On va en créer un nouveau. On va appeler foutput pression, qui commence à poids étagère. Et dans ce champ, on va lui demander sur les parties extérieures seulement, sur la peau. Et ce qu'on va lui demander, c'est dans les Forces and Reactions, on va lui demander les chargements en pression. Ok. Donc ça, on vient de rajouter des champs à mettre dans la base de données de sortie. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est suivre, dans l'historique, on va dire qu'on veut suivre ce point-là. D'accord ? On va vouloir suivre le déplacement, les 3 déplacements dans l'espace de ce point-là. Pour ça, si je veux rajouter un history output, alors je peux regarder déjà ce qu'il me met dans l'history output qu'il a créé nominalement. Donc c'est pareil, le domaine ici c'est tout le modèle, tous les n incréments avec n égale 1, et puis là il m'a collé tout ce qui était énergie. Toutes les énergies, 1000.
qui sont des données globales. D'accord? Ce n'est pas des données de champ, ça ce sont des données globales. Donc on va garder celui-là et on va vouloir rajouter un history output qu'on va appeler point extrême à partir de poids étagère, pareil. Et là, on voudrait juste sur un nœud, donc un set. Et des sets, pour l'instant, on n'en a pas créé. D'accord? On veut restreindre ça à un jeu de points et on n'en a pas créé. Et ensuite, ce qu'on voudrait aller cocher, c'est les déplacements. On voudrait pouvoir cocher ces déplacements sur le set. Ici, le set, c'est le seul set qui existe, c'est celui qui contient toutes les quais. Ça ne nous convient pas. Donc, il va falloir créer le set pour lequel on va vouloir suivre l'historique des déplacements. Pour faire ça, il va falloir qu'on retourne dans le module part. Ici, si on avait plusieurs pièces, il faudrait choisir la bonne. On n'en a qu'une ici, donc on va choisir celle-ci. Elle est choisie par défaut. Et puis, on va vouloir créer un set avec ce nœud-là. Donc, pour créer un set, soit je déroule ma pièce et dans l'arbre, je me rends compte qu'il y a 7. Je peux double-cliquer ici. Et ça me propose l'outil Create Set ici. Soit je vais dans Tools, Sets, éventuellement Manager ou Create. OK. Et si je fais Continue ici, eh bien, je vois que le point qui m'intéresse, le vilain, il ne me le propose pas. Parce qu'en termes de géométrie de construction, ce point n'existe pas, enfin, n'est pas défini dans la construction de la pièce. Donc, il va d'abord falloir créer le point. Pour être sûr d'avoir le déplacement à ce point-là, il faut être sûr que ce point-là soit un nœud. Pour être sûr que ce déplacement soit un nœud, il faut partitionner cette arête, d'accord? C'est-à-dire la couper en deux. Et les outils de partitionnement, ils sont ici. Donc, quand je regarde ici, ce qui ressemble au partitionnement d'une arête, c'est ce machin-là avec une ligne sur laquelle je viens mettre un point. Ça va me permettre, par exemple, si je sélectionne cette arête, de choisir un point. Bon, c'est assez approximatif. Voilà, pick a location on an edge, create partition. C'est pas exactement ce que je veux faire, parce que moi, je veux que ce soit le point médian. L'autre façon de faire, c'est de choisir l'autre outil. Donc, pour basculer d'un outil à l'autre, vous voyez, quand il y a des petits triangles en bas, là, ça veut dire que quand je fais un appui long, eh bien, je vois apparaître une liste d'outils. Donc, je sélectionne le deuxième, je sélectionne mon arête, et là, je peux le faire à l'aide d'un paramètre t. À 0, je suis ici, à 1, je suis là, et donc à 0,5, je suis au milieu. Donc, je peux procéder ainsi et faire Create Partition. Ici, on va faire encore différemment, parce qu'on veut pile poil le point milieu. On va utiliser ça, Select Midpoint or Datum Point. On recommence, on sélectionne notre arête. Et là, il nous a fait apparaître le point milieu. Je clique dessus. Et je clique sur Create Partition. Donc là, maintenant, cette arête-là est bien coupée en deux. Et à partir de ce moment-là, je peux créer un set. Je vais l'appeler set.extrême. On va l'appeler set. Continue. Je sélectionne le point. Donc quand je regarde maintenant sous équerre métal, dans Features, j'ai la géométrie que j'ai importée, plus ma partition. Si jamais je voulais la supprimer, ben c'est par là, par exemple, que je pourrais y aller pour faire Delete. D'accord? Dans Sets, j'ai le set qui contient tout le truc, toute l'équerre qui avait été créée quand on a attribué la section, qui a été créée automatiquement parce que je n'ai pas décoché la case, et puis on a ce set.extrême qui contient que ce point que j'ai appelé point extrême. Bien, maintenant on a le point qu'il nous faut, on peut retourner dans le module Step et créer un history output point extrême. À partir de poids étagère, c'est bon, et donc là on va le restreindre à 7 point extrême, every increment, et puis on va sélectionner les déplacements, les translations qu'on sélectionne U ou IT, ici en 3D ça va être exactement la même chose. OK. Et donc, quand je regarde dans History Output Manager, eh bien, j'ai celui par défaut
Il contient les trucs généraux quand je fais une step de type statique, c'est-à-dire les énergies, et puis mon point extrême. Éventuellement, je peux dire, bah, celui-ci, je veux qu'il n'apparaisse, qu'il ne soit créé qu'à partir de la step point enfant. Donc j'utilise move right. Et sinon, j'utilise move left. Si je veux le désactiver sans le supprimer, c'est comme pour les lows, je coche et je décoche. Voilà. Je l'enregistre. Ensuite, on va mettre nos chargements. Donc nos chargements, pour modéliser les vis qui maintiennent l'équerre au mur. On peut utiliser tout un tas de choses, hein, c'est en soi quelque chose d'assez compliqué. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est de venir encastrer la partie conique des perçages, ici, cette partie-là, pour simuler le maintien par la tête de vis. Bien évidemment, c'est plus complexe, il y a du frottement avec le mur, il y a aussi la partie corps de la vis qui va venir là-dedans, mais je vous propose ici, pour faire simple, d'encastrer ceci. Donc, on crée un encastrement de type symétrie, antisymétrie, OK. On clique pour avoir la surface, on dézoome, on rezoome, pour la deuxième, on valide. On appuie sur Shift pour ajouter la deuxième surface, et ce set, je vais l'appeler tête vis. Et là-dessus, ce que je souhaite avoir, c'est un encastrement. Pin doit encastrer, ici, ça va faire exactement la même chose. Puisque, encore une fois, il n'y a pas de degré de liberté en rotation. OK, ça a été sauvé. Maintenant, on va passer au chargement en effort. Donc la première chose, c'est d'appliquer le poids de l'étagère chargée par des livres sur cette face-là. Donc, on va créer une load de type pressure. On va l'appeler poids, pression, poids, étagère. Ça va être une load de type pressure, c'est quelque chose de réparti. On sélectionne la surface. On va sur et maintenant, bah, pour connaître la pression, il faudrait prendre l'effort total, donc 10 kg x 9,81, et diviser par la surface. C'est un peu pénible. Eh bien, en 3D, Abaqus est capable de faire cette division avec tout seul pour vous. En allant dans Distribution, on a déjà vu hydrostatique en 2D, on n'avait pas Total Force. En 3D, on a Total Force. Et on peut lui mettre ici 10 fois 9,80. Il va se charger de le répartir sur la surface. L'amplitude ici, c'est rampe, c'est-à-dire qu'à 0 seconde de la step, bah, cette force est nulle, et à 1 seconde, cette force vaut exactement ça. Et à 0,5 secondes, eh bien, elle vaut la moitié de ça. Et toutes les amplitudes, enfin, la plupart des amplitudes par défaut sont en rampe. On peut choisir autre chose, on peut créer d'autres types d'amplitudes, mais par défaut, c'est des rampes. OK, donc là, j'ai bien ma pression. Quand je regarde dans mon load manager, elle est créée à la step poids étagère et elle est propagée à la step poids enfant. Si l'enfant s'accrochait, il y aurait toujours les livres sur l'étagère a priori. D'accord? Éventuellement, je peux la désactiver ici, mais pour notre modélisation, c'est pas pertinent. OK, maintenant, on va en créer une seconde, et cette seconde, on voudrait qu'elle porte uniquement sur ce bout-là. Le truc, c'est que ce bout-là, bah, il n'est pas défini. D'accord? Donc, avant de pouvoir sélectionner ce bout-là de la surface, bah, il va falloir créer ce bout-là. Donc, pour créer ce bout-là, il va falloir qu'on rebascule dans le module part et qu'on vienne faire une partition de cette face-là. Pour faire une partition de face, là on avait les partitions d'arête, là on veut faire une partition de face, on a plusieurs outils, soit faire un dessin, soit utiliser un trait entre deux points qui existerait déjà, soit propager un plan de type datum plane, soit faire tout un tas de choses. Bref, ici on va faire juste un sketch, tout simple. Hop. On va partitionner cette face-là. Donc, on l'a sélectionné, on clique sur Done, et là, il nous dit choisissez une arête qui va apparaître verticale et sur la droite dans le sketcher. Je sélectionne par exemple celle-ci, ce qui fait qu'il me met comme ça.
Et là, on va tout simplement venir ajouter une ligne, il repère les arêtes, et puis on va mettre une distance entre cette ligne et ce point extrême. Je ne sais pas combien font les premières phalanges du doigt d'un enfant, on va mettre 25 mm. OK? Et je vois maintenant que cette surface-là, elle est découpée en deux, ici et là. Donc, on a créé notre partition, et on va venir rajouter deux surfaces. Je double-clique sur surface. Pareil, je pourrais y accéder via Tool, Surface, Create, Manager ou Create. Donc ça, je vais l'appeler sur extrémité. On sélectionne l'extrémité, on valide. Et puis, on va en créer une seconde. Sur supérieur. Où cette fois-ci, on va réunir les deux morceaux, parce qu'avant il y avait une seule surface, maintenant elle est en deux morceaux. Et donc, j'ai ça. Quand on va maintenant dans l'autre, pourquoi j'ai fait créer cette seconde surface qui a priori semble inutile, parce qu'on a déjà défini notre chargement, c'est que quand je vais dans le load manager, je sélectionne la step pression. Alors, il faut bien que je me... Là, je vais vouloir l'éditer, d'accord? Si je me mets sur propager, quand je fais edit, il me dit... Qu'est-ce qu'il me dit? The origin editing function in the editor dialog is available only when the load is edited in the first step in which it is active. Donc en fait, il faut que je me positionne sur la step pour étagère où elle est créée pour pouvoir l'éditer. Si jamais vous cliquez mal, vous risquez de ne pas pouvoir l'éditer. Vous allez sur Edit, et là il nous dit, bon, il y a un problème parce que la surface poids étagère que j'avais définie en créant, en sélectionnant à la base la surface complète, eh ben, elle a disparu. Parce que quand on a coupé, en fait, cette surface a disparu. Donc on va venir sélectionner une autre surface. Et donc là, soit on clique en sélectionnant les trucs, en utilisant Select in Viewport, clac, clac, on va venir sélectionner ces deux machins-là. Soit, vu qu'on s'est embêté, entre guillemets, à définir les surfaces, eh bien, on sélectionne la surface, Highlight in Viewport, surface supérieure. OK. Donc faites attention, vous voyez que là, il n'a pas crié quand on est venu lui scinder sa surface en deux. Il ne nous a pas prévenu que ça posait un problème pour la définition du chargement. Donc quand vous posez un problème, il faut bien penser aux différentes choses, parce que sinon, là, finalement, on a fait du travail qu'il faut refaire. Alors ici, c'est des chargements ridiculement courts à mettre en place, mais si ça avait été un truc plus paramétré avec des surfaces, un jeu de surface plus compliqué, c'est pénible. Vous voyez aussi l'intérêt de nommer les surfaces, c'est qu'au lieu d'avoir à cliquer, à faire tournicoter la pièce, eh bien, c'est plus simple de les sélectionner dans une liste, elles sont définies proprement. Donc ça, c'est un intérêt pour définir des surfaces. Ceci étant dit, on va venir créer un deuxième chargement qu'on va appeler pression poids enfant. À la step, non pas poids étagère, mais poids enfant. Alors, mettons que j'oublie. Je me mets sur un step poids étagère. C'est bien un truc de type pressure. Continue. Et on va sélectionner cette surface-là. Pareil, on va utiliser Total Force. Et là, c'est 15 kg. On va dire la masse de l'enfant fois 9,80. Donc, cette deuxième, alors il trie par ordre alphabétique, ce qui n'est pas forcément pratique. Cette deuxième pression, ici, on dit que je me suis trompée, je l'ai créée à poids étagère, donc je fais un move right pour qu'elle ne soit pas prise en compte à poids étagère, mais uniquement à la step poids enfant. OK. On a presque fini, puisqu'on a défini les chargements, il nous reste le maillage.
ici, on ne va pas travailler beaucoup sur le maillage, on va prendre ce qu'il nous donne par défaut. OK. On va quand même choisir. Alors maintenant, il nous propose toujours comme ça, mais voilà, si je lui fais un dismiss, on peut sélectionner dans le viewport. Donc on va utiliser du tétraèdre, parce que là, clairement, pour faire un maillage structuré, il faudrait travailler, on n'a pas envie de le faire, en quadratique. On laisse tout ça décoché, OK. Et puis ici, pour le type de maillage, donc on n'oublie pas de lui dire qu'on veut du tétraèdre, et puis on va le mettre en free. Bottom-up, ça nous obligera à travailler, c'est pas ce qu'on a envie de faire, on se met en tétraèdre, free. OK, la pièce bascule en rose pour nous signifier que c'est en free, et puis on maille. On voit qu'il a raffiné tout seul comme un grand autour des trous, hein, ça c'est bien, parce que c'est là qu'on a des petites géométries, que sinon c'est somme toute assez régulier. Il nous a bien mis un nœud là, pile poil au milieu, c'est ce qu'on voulait. On peut faire, là il nous dit qu'il a mis 2507 éléments, on peut faire un Tools Query Mesh, pour en savoir plus, il nous a mis 2507 éléments tétraédro quadratiques, le type C3D10, ce qui nous fait 5212 nœuds. Il y a 3 degrés de liberté par nœud, ça veut dire qu'on est à peu près à entre 15 et 16 000 degrés de liberté. Ça fait déjà un problème de bonne taille. Pour Abaqus, c'est pas grand-chose, mais si on devait le résoudre à la main, ça nous prendrait un petit moment. Une fois ceci fait, on va pouvoir créer un calcul. Donc là, je ne sais pas comment l'appeler, le calcul. Hein. Sur ces paramètres-là, on ne va pas paralléliser, on ne va pas s'amuser à faire de la gestion de mémoire, etc., etc. Donc on laisse comme ça. OK. Et puis, il n'y a plus qu'à lancer. On peut faire monitor. Alors, là, on a des warnings. Il nous dit, ah, il y a 3 éléments qui sont distorted et je te l'ai mis dans un set Warn Element Distorted. On regardera ça après. Et puis là, donc il nous dit que les strain output request LE is not valid for some elements. OK. Ça, c'est pas très gênant. Ça veut dire que des fields output qu'on lui a demandé n'étaient pas pertinents pour nos analyses. Là, vous voyez que je voulais vous montrer dans ce tableau, ça permet de suivre les calculs. Ici, pour la première step, qui est la step où on a le poids, on avait dit, on n'avait rien dit pour le paramétrage, donc comme c'est du statique en linéaire, il ne va pas faire 1000 itérations, donc il fait un incrément, ça se passe bien, nombre d'itérations pour obtenir l'équilibre 1, et puis la durée de la step, du coup, elle fait 1, c'est-à-dire qu'elle fait la durée totale de la step. Pour la step 2, on lui avait demandé d'aller de pas de 0,1 en 0,1, donc il nous met ici le pas utilisé. Quand il est en automatique, ça permet de savoir s'il a plutôt fait des petits pas ou des grands pas. Il vous donne le temps total de la simulation, donc le temps arbitraire, hein, le temps artificiel. Donc à l'issue de la step 1, on est au temps 1 seconde ou pseudo-seconde. À l'issue de la step 2, première itération, premier incrément, eh bien, on est à 1.1, puisqu'on lui a dit qu'il y avait un pas 0,1, 1.2, etc., jusqu'à 2. Et puis on voit que ça s'est tout bien passé à chaque fois, parce que le problème n'est franchement pas compliqué. Il n'y a pas d'erreur. Sur le log, ce n'est pas passionnant. Sur le data file, on va retrouver, c'est le fichier .date, on va retrouver la taille du problème. Hop, donc là, il nous en dit plus sur les éléments distordus. On retrouve la taille du problème. On retrouve les temps de calcul. Pardon, voilà, on retrouve les temps de calcul ici. Et puis, dans la message file, on retrouve pour chaque step
comment se sont passés les calculs, comment il a fait pour déterminer si c'était à l'équilibre ou pas. Et le status file, c'est l'équivalent de ce tableau-là. OK? Donc, on sort du monitor, et puis, ça fait un petit moment qu'il nous a dit que c'était completed. Moi, je suis sous Linux ici, donc il faut aller tuer le calcul. Hein, parce que là, il est toujours en mode running. Normalement, il devrait être en mode completed, et puis, comme il se cause mal avec Linux, il faut l'arrêter nous-mêmes. Donc, on regarde les processus qui contiennent standard dans l'intitulé, et ici, je me rends compte qu'il y a le processus 42 631, je vérifie que ça a bien tué tous les autres, et voilà, il n'y a plus que le truc que j'ai créé moi-même avec ma requête grep standard qui apparaît. Donc mon statut passe en aborted alors qu'il est bien allé au bout, c'est les joyeusetés de la communication Abacus Linux. Donc première chose, on fait comme toujours, on se met en ISO couleur parce qu'on aime bien voir des couleurs. Quand on était allé voir, quand on avait monitoré ce qui se passait dans le job, on avait, alors l'erreur elle est arrivée après là, quand je l'ai aborté le calcul, on avait un warning avec 3 éléments qui étaient distordus. Quand il a fait l'analyse, il s'est rendu qu'il y avait des éléments qui étaient fortement distordus. Et donc il nous dit qu'il nous a mis ça dans un set warm element distorted. Un element set warm element distorted. Ok, donc ça, ce set-là, on peut le voir quand on est dans Results. Ici, dans l'arbre, on a des element sets, entre autres choses, et on a un set warm element distorted, et donc quand on clique dessus, ça nous permet de voir les éléments. On peut se mettre comme ça pour ne pas être gêné dans la vue, donc on voit les éléments qui sont considérés comme un peu trop distordus. D'accord? On n'est pas en erreur, ils ne sont pas plats, mais ils ne sont pas optimaux. Ça, on aurait pu s'en rendre compte avant. Ici, on s'en fiche un petit peu, l'étude n'est pas importante. Si on va dans le maillage, quand vous faites un maillage, vous pouvez aller dans Mesh et faire Verify. Okay, on sélectionne quelle partie du maillage on veut vérifier. Et puis, ici, alors, on peut mettre des choses particulières, notamment quand on sait ce qu'on fait, sinon on clique sur défaut et on fait Highlight. Et ici, on retrouve nos 3 éléments qui ne sont pas super bien fichus. Là, vous avez les warnings ici, donc ça fait 0,11% d'éléments qui sont warning. Il n'y a pas d'erreur, mais voilà, vous avez 3 éléments. Donc il faudrait idéalement reprendre le maillage, le retravailler un peu. Là, c'est pas embêté sur le maillage, mais retravailler un peu le maillage pour éviter d'avoir ces éléments distordus. Ces éléments distordus, ça va notamment ici amener éventuellement de l'erreur numérique. Comme on s'en fiche, bon, c'est pas important, mais pour d'autres types de calculs, notamment des types de calculs que vous serez amené à faire plus tard et qui ont de l'importance, eh bien, il faudrait être vigilant de ce côté-là. Ici, j'ai de quoi me déplacer dans les frames. Les frames, ça va être les vues à chaque pas de temps. Pour avoir une vision plus synthétique, en fait plus globale, je peux double-cliquer ici dans l'arborescence. Donc mon ODB, c'est Oker Metal. On voit ici qu'elle est bloquée en écriture avec le petit verrou. Je double-clique sur Step, et ça fait apparaître de quoi me déplacer. Donc par step, je peux choisir le frame qui m'intéresse. Par exemple, ici, je suis à 0,2 secondes de ma deuxième step. Ce que je retrouve comme information, ici, je suis sur la step point enfant, je suis au deuxième incrément, donc je suis à la step time 0,2, et donc mon time général, ça va être 1,2. OK? Donc ça peut être pratique quand on veut se déplacer rapidement sans cliquer 1000 fois ici. Si je regarde, donc je me mets sur cette step point enfant, j'ai demandé finalement 10 incréments. Donc ça, c'est à l'issue du poids propre. Ici, je suis au début de ma step point enfant, donc finalement, je sors de la step poids étagère. Si je regarde, ici, je suis à la fin de
Alors, on va reprendre du début. Ici, je suis à la fin de je suis au début de la step pour étagère. Il ne se passe rien, mon équerre n'est pas sollicité. Ici, je suis à la fin de la step pour étagère, et puis, si je reclique, je suis au début de la step pour enfant qui reprend l'état final de la step pour étagère, et petit à petit, je vais venir, puisque le mode d'amplitude du chargement, c'était rampe, je vais petit à petit venir appliquer ici, ce qu'on a dit représenter le poids de l'enfant, pour obtenir cet état final. Ok ? Donc voilà ce qui se passe quand on a plusieurs frames par step. D'accord ? Et comment naviguer facilement dedans. Ensuite, on peut aussi regarder, ça je crois qu'on ne l'a jamais fait au cours de ces TP, regarder les choses à l'aide de vecteurs. Donc à l'aide de vecteurs, bien évidemment, je ne vais pas représenter les composantes du tenseur des contraintes, enfin, en tout cas ça ne se fait pas naturellement. Ici, il faudrait voir conventionnellement ce que ça représente. Par contre, le déplacement, c'est bien quelque chose de vectoriel, donc des fois ça peut être intéressant de regarder ça sous cette forme-là, c'est-à-dire sous forme vectorielle, pour bien voir les choses. Des fois, les couleurs ne permettent pas de bien distinguer les orientations. Ici, c'est un moyen de le voir. Si je repars au début de ma step pour enfant et que je balaye petit à petit, on voit l'évolution de ce champ de déplacement. Donc là, ce n'est pas particulièrement intéressant, mais notre étude n'est pas particulièrement intéressante, mais ça vous permet d'apprendre différents modes de visualisation. Ensuite, si on s'intéresse aux contraintes, alors il faut revenir en isocouleur, ISS. Ici, je vais décider, je vais avoir les options de ce mode d'affichage par contour. Alors, on peut choisir le nombre d'intervalles, le nombre d'échelles de couleurs, ok. Puis, on peut choisir les limites. Et puis, à chaque fois, on peut cliquer ici pour avoir, si je clique sur Apply, où est-ce qu'est le min, où est-ce qu'est le max. Enfin, pour enlever le min si ce n'est pas pertinent. Où est-ce qu'est le min, où est-ce qu'est le max. Donc ici, il vous dit le max, c'est là. C'est là, pour bien le voir, je peux faire une coupe, d'accord, avec cet outil-là. Là, on voit qu'il me fait une coupe dans la direction X, c'est pas exactement ce que je voudrais. Donc je clique sur le manager associé pour aller me mettre dans une coupe dans la direction Z. On peut créer des coupes plus compliquées. Et puis ici, je fais varier la profondeur de la coupe à l'aide de ce curseur. D'accord ? On va zoomer sur ce truc-là. OK. Et on se rend compte que le max de contrainte, il est là. Puis qu'autour, donc là, ça fait une zone très rouge, puis autour, assez vite, on va vers du vert. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà croisé, à une singularité. Il y a fort à parier que si je venais raffiner mon maillage, plus ça va, plus ça irait fort, et puis ça ne s'arrêterait jamais. Avec une espèce de loi en 1 sur L, où L serait la taille caractéristique de l'élément. Pour valider cette supposition, on peut aller dans Results Options et lui dire « Arrête d'essayer de me présenter des champs lisses », parce que les contraintes ici, telles qu'elles sont calculées, en fait, elles ne sont calculées qu'au point d'intégration. Et c'est une reconstruction pour nous donner des espèces de vision des contraintes sur la peau de l'élément. Et en l'occurrence, au nœud, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une espèce de moyenne, il fait une moyenne des éléments auxquels participe ce nœud. On peut lui dire « Ne fais pas de moyenne ». Apply, et auquel cas, on se rend compte que c'est assez discontinu cette histoire. D'accord ? Quand il moyenne, forcément, ça vient lisser les choses, mais là, on se rend compte que c'est assez discontinu entre ce qui se passe à cet élément-là et ce qui se passe juste au-dessus. D'accord ? Et puis ce qui se passe sur cette face-là de l'élément et ce qui se passe juste en dessous. Donc ça, quand c'est fortement discontinu, alors que, a priori, sinon c'est à peu près continu, la méthode des éléments finis n'impose pas la continuité des
des contraintes, bien évidemment, qui sont des dérivées des déplacements, elle impose juste la continuité des déplacements. En revanche, logiquement, si c'est bien convergé, si le maillage est suffisamment fin, ça doit rester à peu près continu. Si je fais des éléments suffisamment petits, ça doit être à peu près continu. Donc ici, ce type de visualisation sans lissage par moyennage sur des éléments voisins nous permet on va dire, d'aller dans le sens de l'hypothèse d'une singularité. Donc on ne va pas forcément baser notre dimensionnement sur ce qui se passe en ce point-là. On peut se remettre sur un truc lissé, maintenant qu'on a identifié la singularité. Et puis, ce qu'on va faire, c'est ici, parce qu'on dit, oui, mais alors du coup, ça met une échelle à 432 MPa maximum, moi, ça m'empêche de bien lire ce qui se passe ailleurs. Eh bien, on peut lui mettre un max, on sait que la limite en élasticité de l'acier, c'est 250 MPa. Et donc, quand c'est comme ça, tout ce qui va être au-dessus de 250 va apparaître en grisé. Et je vois qu'il y a très peu de choses, finalement, là, dans ma pièce, qui apparaissent en grisé. D'accord? Si je rezoome ici, en fait, il n'y a que ces éléments-là, vraiment proches de la singularité, qui apparaissent en grisé. Ce qui va bien dans le sens d'une singularité. D'accord? Ça ne s'étend pas partout. Si l'autre lieu qui peut poser problème, c'est les raccords entre le quart de Thor ici et l'équerre. Et ici, on voit qu'il y a un peu de concentration de contrainte, mais c'est pas dingue. Ok, donc a priori, fort heureusement, notre machin en acier de 3 mm d'épaisseur, renforcé par un tube plein, résiste à 10 kg. Bonne nouvelle. Ok. Donc là, c'était même avec le poids enfant, pardon. Depuis le début, je crois que je suis avec juste le poids de l'étagère, mais on est avec le poids de l'enfant. Ça peut porter, au final, on avait 10 kg plus le poids de l'enfant en bout ici. Donc, a priori, peut-être bien que les vis vont s'arracher du mur, mais en tout cas, l'équerre, elle, ne va pas rompre. Quand on regarde ici la magnitude, vous voyez que mon contour plot option est resté le même. Donc, du coup, ce n'est pas pertinent parce que bien évidemment, je ne vais pas avoir 250 mm de déflexion. Donc là, il faut se remettre en auto-compute. Ok. Je voulais qu'on regarde au fil du temps, entre guillemets, l'évolution du déplacement de ce point-là. Donc pour ça, on va aller dans un XY data et on va se mettre en history output. Dans notre history output, on a toutes les énergies, d'accord? Donc on peut choisir par exemple l'énergie de déformation. On va venir mettre ici des petits points pour bien voir où est-ce qu'il a des données. Donc ici, on voit que la première step, j'ai fait un incrément de 1 seconde, d'un coup d'un seul. Et ici, pour passer de là à là, je l'ai obligé à faire des petits incréments. D'accord? L'énergie de déformation, grosso merdo, c'est du sigma contracté doublement avec epsilon. Donc ça va être plus ou moins en gradient de U carré. Donc c'est pas complètement aberrant avec un U qui va varier linéairement au fil du chargement, d'avoir, puisque les chargements, eux, varient linéairement au sein d'une step, d'avoir quelque chose qui peu ou prou ressemble à une parabole ici en x carré. D'accord? Donc on peut vérifier, on peut regarder cette énergie de déformation. Il faudrait faire attention aux unités ici, puisqu'on est en millimètres. Là, il vous donne une énergie, donc il faudrait faire attention aux unités. Ça, à coup sûr, ça ne va pas être du joule. Et donc, à la base, ce n'est pas exactement ça que je voulais vous montrer. Je voulais qu'on crée pardon, une history output sur notre petit déplacement. Voilà. Spatial displacement à notre nœud, donc dans notre set point extrême. Si on fait ça, eh bien, on va retrouver le déplacement ici en U3. Autre chose pour paramétrer ce truc-là. Ici, vous pouvez venir changer les échelles en X. Je vais mettre une échelle log. C'est bizarre, mais je peux.
peux mettre une échelle log en Y, alors vu qu'il y a du moins, il ne va pas trop aimer. On peut décider des tick marks ici, ok. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de pouvoir avoir une grille. Parce que, notamment, quand on veut repérer un 0, bah, c'est pratique d'avoir des grilles. Ok, puis on peut lui dire, enlève-moi ce fond gris qui est moche. En tout cas, que je trouve personnellement assez moche. Ok. Et puis, on peut aussi lui demander ici d'utiliser des épaisseurs un peu plus importantes. Pour mieux voir. Voilà, donc on a U1 qui est dans la direction X, donc elle avance un petit peu l'équerre. U2 qui est dans la direction Y, donc qui est celle-ci, pardon. Elle a tendance à aller vers le bas, c'est dans les négatifs, jusque-là tout est correct. On trouve un U qui varie linéairement, avec deux pentes différentes parce qu'on ne met pas exactement les mêmes chargements. Et puis un U3 qui très logiquement reste à peu près centré sur 0. Là, il y a un petit décalage, on ne sait pas bien pourquoi. Mais logiquement, vu qu'il y a un plan de symétrie, à part le maillage qui lui n'est pas forcément fait symétriquement, ça doit rester à 0. On peut toujours envoyer ça dans un fichier CSV. Donc on peut prendre ces trois trucs-là, setup, et je retrouve ici point extrême déplacement CSV, des espaces. Et donc on retrouve ici nos données en temps. D'accord? Ici, j'ai le début de la step poids étagère, la fin de la step poids étagère, le début de la step poids enfant, donc c'est le même temps, et la fin de la step poids enfant avec les points intermédiaires qu'on l'a forcé à nous donner, qui ne servent à rien en termes de calcul. Ici, c'était juste vous montrer comment on obtient des points intermédiaires et ensuite comment on navigue dans les flux. Et puis c'est mieux si on a des points intermédiaires pour faire un history output. Voilà. Si jamais on n'avait pas pris soin de mettre un history output sur notre point extrême, là, on peut s'en sortir ici, mais c'est pas forcément économe, un, pour avoir le post-traitement, deux, par exemple, le champ de déplacement de tous les nœuds à chaque instant, c'est pas forcément ici ce qui va être dimensionnant. Donc on n'est pas obligé de le mettre dans l'ODB de façon à minimiser, pardon, de minimiser sa taille. Néanmoins, ici, sur des petits problèmes, vous pouvez quand même reconstruire le mouvement de ce point-là en utilisant un field output. Ok. On va faire element nodal, unique nodal, pardon. Là, il va nous proposer, on ne veut pas les stress. On veut, par exemple, U2. U1, U2, U3, allez, on va mettre U1, U2, U3. Tac. Et puis, les active steps, donc il faut lui dire sur quel frame on veut. En l'occurrence, on veut que ça traverse toutes les steps et on prend tous les frames, puisqu'on met le min, un max à -1, donc pour dire tu vas jusqu'à plus l'infini, et par pas de 1. On peut, voilà, lui dire ne réplique pas le frame qui est à la fin de poids étagère et début de poids enfant. Et puis maintenant, il nous reste à sélectionner le nœud auquel on veut voir les choses. Donc, on peut faire Edit Selection. Ici, ça nous dit quoi faire. On va aller sélectionner le nœud. Je ne sais pas bien si c'est celui-là. Ça doit être celui-ci. Done. On pourra aussi choisir. On aurait pu aussi sélectionner ce set-là, hein, qu'on avait créé. Et puis faire un plot. Et donc, on retrouve ici exactement la même chose que via notre history output. C'est juste que ça, quand on le fait comme ça veut dire que derrière, il a dû stocker tout le champ de déplacement à tous les nœuds pour toutes les steps.
Ce qui est pertinent ici sur un petit problème, et puis le champ de déplacement, c'est une donnée qu'on stocke souvent. Mais quand on veut minimiser les données enregistrées, eh bien, on peut décocher cette donnée champ de déplacement, étant donné que ce qui est dimensionnant, souvent, c'est les contraintes. Et ne garder que les déplacements à certains endroits. Si je regarde la taille de mon ODB actuelle, pour un tout petit problème, elle fait 9 mégas. D'accord? Pour 15 000 nœuds, pas beaucoup d'étapes. Quand vous avez un gros problème avec beaucoup d'incréments de calcul, on ne peut pas forcément retenir toutes les données à tous les incréments de calcul. En revanche, on peut vouloir regarder certaines choses à tous les incréments de calcul, et c'est l'intérêt d'une history output. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Et puis que maintenant, vous savez faire pas mal de choses sous Abaqus dans le cadre de l'élasticité linéaire. Non, ce qu'on peut regarder aussi, on avait mis dans les fields output, pardon, on lui avait demandé d'appliquer les pressions, de nous montrer les pressions chargement, en termes de chargement appliqué. Donc ça, on avait retenu que sur la peau. À la fin de la step, si je reviens en arrière, logiquement, je retrouve ma rampe en pression. D'accord. Et puis, là, je suis à la step poids étagère à 0. Ici, je suis à la step poids étagère à la fin. J'ai bien une pression uniforme sur cette peau-là. Et ici, bah, du coup, nous, on n'avait pas fait le calcul, ils sont en charge, donc on est à 0,024 MPa. Une dernière chose, si mettons que je veuille enregistrer cette image-là, je ne sais plus si on l'a déjà vu. Voilà. Si je veux enregistrer cette image-là, alors vous pouvez faire un imprime écran, quoi. Mais ça fait un peu moche. Vous pouvez utiliser File, Print. Et puis, ici, donc ça va être, soit vous avez plusieurs viewports, et puis vous les voulez tous, soit vous voulez que le courant. Vous pouvez éventuellement imprimer ce dégradé ou pas, le compass ou pas, et puis ici, on peut lui mettre File. Et auquel cas, on peut choisir de générer par exemple un fichier PNG. On va mettre image. On clique sur Apply. Si on veut en faire d'autres, on change les paramètres et puis on n'aura plus qu'à changer le nom et cliquer sur Apply. Si je vais voir, il me dit qu'il a bien exporté dans image PNG. Si je vais voir ça, j'ai bien mon image.